Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Les lumières se sont éteintes à 14h37, heure orbitale standard. Dans le grand atrium de la station Yiscatale, sous un dôme de verre composite et un blindage atmosphérique, un groupe d'enfants humains en visite se tenait entre deux bannières, l'une portant le sceau du corps diplomatique terrestre, l'autre les glyphes scintillants de l'Empire Scaroun. Des rires résonnèrent. Une enfant passa son doigt sur la paroi transparente, s'émerveillant de la courbe de la lune toute proche. Puis tout devint noir. La station plongea dans un silence absolu. La gravité vacilla. Les stabilisateurs se déclenchèrent. 11 secondes de pur effacement. À la seconde suivante, un mot à moitié ricané coupa mon souffle. Au quatrième, un avertissement d'un chaperon n'est jamais arrivé à destination. Au sixième, les capteurs de mouvement se sont figés au milieu de l'image. 12 formes floues, certaines tendant la main, d'autres reculant, puis statiques. Au huitième, la main d'un père tendant la main vers sa fille à travers la vitre d'observation n'a trouvé que l'obscurité. Au onzième, les lumières sont revenues froides et indifférentes. Les enfants étaient partis. Pas cachés, pas déplacés. Disparus. Plus de traînées thermiques, plus de résidus magnétiques, plus de pics de déplacement de masse, plus de traces numériques. Les délégués de Sakharin restaient immobiles. Leurs silhouettes, hautes et striées de plaques d'os irisées superposées, brillaient dans l'atrium rallumé. Leurs longs bras, 2 fois articulés au coude, pendaient le long de leurs flancs sous des robes métalliques tissées qui miroient comme du tissu huilé. L'ambassadeur Varenne des Scaroun se tourna le premier, d'un mouvement lent et fluide. Un silence, comme s'il calculait. Il semble y avoir une anomalie systémique, dit-il par son modulateur crânien. Non, rétorqua sèchement le ministre K.L. Ren de la délégation de la Terre, d'une voix tranchante comme un rasoir. On ne fait pas de diagnostic. Dites-moi ce qui est arrivé à nos enfants. La sécurité de la station est intervenue. Trop tard. Les équipes techniques ont ratissé le site. Elles n'ont rien trouvé. Pas même la signature carbone de l'air expiré. 12 signes de vie avaient tout simplement été effacés. Dans les cabines de presse orbitale, les flux d'informations ont explosé. 12 enfants, fils et filles d'ingénieurs, de diplomates et de chercheurs humains de haut niveau, avaient disparu lors d'une visite officielle sur une station orbitale neutre. Les gros titres se succédèrent sur Terre et ses colonies. Panne d'électricité à Whiskatal. 12 disparus. Où sont nos enfants? Le néant les a volés. En quelques heures, le Conseil galactique convoqua une session d'urgence. K.L. Ren se tenait au centre de la salle d'assemblée, entouré d'émissaires aux yeux creux et de gardiens du protocole rigide. Il parla une fois, lentement. Ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était une comédie. Le conseiller Ixath, de la coalition Krelk, fit un mouvement de langue désapprobateur. Nous devons éviter toute accusation prématurée. Il y a des équilibres politiques à prendre en compte. Les Sicarunes niaient toute responsabilité, murmura la conseillère Balmora, du domaine Les Rois, son crâne translucide palpitant lentement. Leur système ne montre aucun signe de sabotage. Il suggère une cascade technique. Non, répondit Cal, les poings serrés. Une cascade technique ne permet pas d'extraire 12 enfants sans laisser de traces. Du fond de la salle, la lance du général Tan, représentant la direction de la défense de la Terre unie, s'éleva sans qu'on le lui demande. Ils ont pris nos enfants, dit-il, et vous vous attendez à de la retenue. L'administrateur Telvier du Conseil galactique frappa le podium de ses 2 griffes. À l'ordre, la Terre se retirera. Il n'y aura ni provocation militaire, ni infiltration, ni représailles. Le Conseil exige la modération. La Chambre murmura. L'exigence résonna. Le procès-verbal fut scellé. Et la Terre se tut. Ni diplomatiquement, ni politiquement, principalement. Les fichiers de renseignement ont cessé de se synchroniser. Les schémas de patrouille ont changé. Les vaisseaux ont disparu du système de surveillance publique. Le silence n'était pas une absence. C'était un alignement. Pas un mot du directoire. Pas un message du commandement terrestre. Pas une fuite de ses services de renseignement. Mais dans les bunkers enfouis profondément sous l'Atlanticate, pas un seul message du commandement terrestre. Pas une seule fuite de ses services de renseignement. Mais dans les bunkers enfouis profondément sous le manteau atlantique, dans les salles de verre noir sous les zones de silence orbital, le silence bourdonnait comme un fil tendu. À 3H12 UTC, Elijah Mornin,
Du renseignement terrestre, reçut un fragment triplement chiffré provenant d'avant-postes d'écoute profond le long du trajet d'Alcyon. Le paquet fut dépouillé de ses signatures d'enracinement et compressé en cycle de combustion quantique intraçable. Il le déchiffra ligne par ligne. Le message s'assembla sur son écran. Il s'agissait d'un chiffrement de niveau commandement Sikaroun. La source, Ilkarvesh, était une installation non enregistrée enfouie dans la coquille orbitale d'une géante gazeuse froide, juste à l'extérieur de la ceinture de Zarek. Anomalie comportementale confirmée. Les sujets présentent une adaptation précognitive au stress, une cohésion de groupe sous contrainte et une anticipation des schémas au-delà des seuils acceptables. Humain juvénile. Seuil de dénombrement des sujets. Espèce. Humain juvénile. Dénombrement des sujets. 12. Transport terminé. Emplacement actuel. Sous-niveau 7. Ilkarvesh. Autorisation accordée. Neutralisation stratégique en cours. La signature à la fin était sans équivoque. Général Horvax. Haut commandement stratégique de Skaren. Mornin ne dit rien. Il se leva et se dirigea droit vers la salle de direction. À l'intérieur, le directeur Anson Whitlock lut la transcription 2 fois, puis une 3e fois. « Observation », dit-il enfin. Presque un murmure. Neutralisation préventive. Personne d'autre ne parla. Dans le silence, il tapa sur un terminal à bande fermée. Ses doigts tapèrent 3 mots. Protocole fantôme activé. Aucune alarme ne retentit. Aucune alerte ne fut émise. Aucun vaisseau ne fut lancé depuis l'orbite terrestre. Mais quelque chose commença à bouger. Quelque chose d'ancien, de silencieux, de précis, et bien au-delà de la diplomatie. Le code de lancement était déjà enregistré lorsque le message leur parvint. Loin sous la croûte terrestre ravagée par les tempêtes de l'Antarctique, à l'intérieur d'une voûte à pression stabilisée, revêtue d'un revêtement céramique intelligent et amorti, pour supprimer toute forme de fuite électromagnétique, 5 chaises faisaient face au même mur. Sur ce mur, le diagramme d'Ilkarvesh tournait dans un silence quasi total. Un oignon de blindage concentrique, de réacteurs cachés et de fausses télémétries. Pas d'identification externe, pas d'orbite enregistrée, juste une masse vide. En orbite, noyée dans la houle gravitationnelle d'une géante gazeuse trop froide pour avoir de l'importance. Bishop se pencha en avant le premier, doigts entrelacés, coudes sur les genoux. Il lut le résumé de la mission pour la 4e fois. Ses yeux ne clignèrent pas. Une ligne resta plus longtemps que les autres. Nombre de sujets. 12. Jeune humain. Un muscle de sa mâchoire se contracta, puis se figea. L'homme était mince et costaud, avec des cheveux coupés courts et des mains fermes qui rebranchent les bombes sans trembler. À ses côtés, son équipement était déjà rangé avec une symétrie chirurgicale. Lame à impulsion, 3 cartouches d'énergie, pic de données, module d'injection, tout était parfaitement aligné. Face à lui, le fer reposait en arrière, une botte appuyée contre la table en acier. Il nettoyait méthodiquement une arme de poing compact, ses mouvements fluides et presque ennuyeux. Ses articulations étaient marquées, et les manches de son treillis étaient relevées, un cordon noir serré autour de son poignet gauche. Il ne portait aucun insigne. Aucun d'eux n'en portait. Mais la façon dont sa prise sur l'arme changeait de direction en disait long. Ce n'était pas sa première guerre. Chad se tenait à l'écart, appuyé contre le mur renforcé, l'écouteur rentré, la mâchoire crispée au rythme d'une musique déformée qui s'échappait de son oreille gauche, une sorte de noyau terrestre venu des colonies martiennes. Les autres ne posèrent pas de questions. Il avait déjà calibré son viseur, revérifié le cryptage de sa puce de navigation et effectué 2 diagnostics sur son convertisseur d'oxygène. Attendre était le pire, alors il étouffa le bruit. Nomade resta immobile au fond de la pièce, assis par terre, un drone démonté sur les genoux. Sa posture était détendue, mais ses doigts se déplacèrent rapidement, réalignant les M, assis par terre, un drone démonté sur les genoux. Sa posture était détendue, mais ses doigts bougeaient rapidement, réalignant les contacts des émetteurs sur les micropropulseurs. Il portait un foulard autour du cou, une vieille habitude des missions de reconnaissance sub-zéro. Sa veste de combat était rapiécée de tissus de 3 continents. Un homme qui ne croyait pas à l'immobilité. Et puis il y avait Delta. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Il se tenait seul dans un coin, fixant les schémas flottant dans le champ creux,
enregistrant chaque point de pression, chaque vecteur de repli, chaque angle mort dans la rotation de la station. Son casque reposait sous un bras. La surface noire mate ne portait aucune marque. Un cristal de données clignotait en bleu au bord de l'interface. Il ferma les yeux. Un souvenir le frappa, non pas comme un son ou une image, mais comme un poids. Son poids. Un enfant dans ses bras, la joue appuyée contre sa poitrine, endormi après avoir demandé si les étoiles pouvaient entendre les rêves. Il inspira une fois, lentement, et ouvrit les yeux. Le chronomètre de lancement atteignit 0. Les lumières du coffre s'éteignirent. Une nouvelle voix, automatique et grave, emplit la pièce. Autorisation confirmée. Trajectoire synchronisée. L'insertion du fantôme commence. En orbite basse, au-dessus d'une poche spatiale inhabitée, protégée de tout trafic relais majeur, 5 capsules se détachèrent d'un drone de transport leur et disparurent dans l'obscurité. À l'intérieur de chaque capsule, la pression s'égalisa dans un sifflement métallique. Une brève secousse enclencha leurs épines dans le harnais. Pas d'avertissement, pas de compte à rebours. Juste l'accélération et l'obscurité. Chaque capsule était scellée à froid, équipée d'émetteurs de chaleur nuls et protégée contre la détection de signatures. Aux yeux des capteurs, elles apparaissaient comme des plaques fracturées, des débris métalliques éjectés d'une ancienne plateforme minière. L'illusion persista jusqu'à leur passage à moins de 3,0 km d'un nœud de patrouille El-Khari. Les coques des capsules ne réfléchissaient pas la lumière, n'émettaient pas de sillage, n'existaient pas. Une à une, les capsules dérivèrent vers l'obscurité à la limite de l'ombre orbitale d'Il-Karvesh, la région connue dans les cartes de reconnaissance humaine sous le nom de bande noire. Chaque agent arrivait seul. Le plan exigeait séparation. Trajectoire indépendante. Point d'insertion différent. À l'intérieur de la 3e capsule, Bishop enclencha la gâchette manuelle pour décaler son vecteur de descente de 5 degrés. D'une voix calme, il chuchota des données à son processeur embarqué, ajustant la trajectoire pour la fronde inertielle. Dans la capsule 2, Iron fixa ses armes à la plaque de chargeur intérieure, inspira profondément et murmura « Ne rate pas la porte ». Dans la capsule 4, Nomad attacha le drone qu'il avait reconstruit à la base à son port d'amarrage, au-dessus de son épaule. Il cligna une fois en réponse. Chad tapota 2 fois sur le côté de son casque. La musique dans son écouteur s'interrompit. Le silence revint. Il fit tournoyer sa tête une fois, puis 2 fois. La capsule de Delta pivota en entrant dans l'ombre orbitale d'Il-Karvesh. Les étoiles disparurent derrière la courbe du revêtement composite de la coque. La station apparut. Pas de balise, pas de lumière. Juste un coin noir et irrégulier ancré à l'attraction fantomatique de la géante gazeuse en contrebas. Sa visière s'alluma, soulignant le bord fracturé de la structure. Celui cartographié comme un ancien point d'échappement thermique, abandonné depuis longtemps. Faible efflorescence thermique, pas de ventilation récente. Intégrité structurelle compromise, mais navigable. Un tir. Delta détendit ses épaules, puis referma les yeux, sa main, son poids. Lorsqu'il les rouvrit, la station remplit son champ de vision. Il ne dit rien. Mais dans le flux, un léger ping confirma l'instant. Trajectoire verrouillée, phase d'entrée verte. Il était temps. Les bottes de Delta touchèrent les premières. Aucun bruit, aucun mouvement, juste un contact. Ses doigts trouvèrent le loquet de microfusion à la base de la capsule et le percutèrent une fois. Le sifflement était à peine audible, une douce floraison magnétique pressant la coque contre la coque extérieure d'Il-Karvesh. Un battement de cœur plus tard, l'écoutille se décompressa et il glissa hors de la station, bas et compact, disparaissant dans la courbe encaissée par le vide, sous la surface fracturée de la station. De l'autre côté de la bande orbitale, 4 autres capsules scellées successivement. Pas de lumière, pas de transmission. 4 autres capsules scellées successivement. Pas de lumière, pas de transmission. Juste 5 silhouettes humaines, une à une, se fondant dans l'ombre des couches oubliées d'Il-Karvesh. Elles se déplaçaient différemment. Iron avait une démarche plus lourde. Mais ses transitions étaient rapides et nettes. Chad privilégiait les courtes rafales entre les abris, s'enroulant et se relâchant comme une tension incarnée. Nomad prenait de larges angles, scrutant constamment les chemins alternatifs. Bishop ne s'arrêtait jamais,
n'hésitait jamais. Il avançait simplement, tel un scalpel traversant une chair déjà coupée. Et pourtant, il restait aligné. Chacun toucha le nœud de rendez-vous, secteur D43 alpha, 1 mètre au-dessus du vieux panneau d'échappement thermique. La coque avait rouillé dans la courbure de la station, se fondant dans la crasse composite de l'âge orbital. Delta plaça sa paume contre le joint du verrou. Il céda légèrement. Aucun joint n'était étanche. Aucune alarme ne se déclencha. Nomade se glissa le premier. « La pression semble instable », murmura-t-il. Delta le suivit. Le tunnel les accueillit dans un silence humide. Ses parois étaient en métal strié, obstruées par la condensation, les traînées de rouille et les spores d'aération calcifiés. Des panneaux détachés pendaient au-dessus de leur tête, raclant doucement à chaque vibration provenant des niveaux les plus profonds. L'air sifflait à travers des valves fissurées. La station sifflait comme un poumon fatigué. Personne ne parlait. Le passage se rétrécissait sur 20 mètres. Bishop prit alors les devants, écartant les filaments suspendus à une ancienne grille de capteurs. Son regard se porta sur l'alimentation. Morte, aucun flux. Il n'était jamais redirigé, dit-il doucement. Technologie obsolète, confirma Nomade. Pas de maintenance, pas de boucle de raccordement. C'est aveugle, Bishop marmonna. Ils ont arrêté de chercher il y a des années. Ils sont devenus paresseux. Delta hocha la tête une fois. Ils poursuivirent leur route. Chad prit l'arrière-garde et ajusta son optique. L'affichage infrarouge vacillait sous l'effet d'interférences chimiques. « Il y a une fuite par le sous-sol », murmura-t-il. Iron renifla l'air et murmura. « Brouillard de glycine, vieux liquide de refroidissement au sucre. Une microdose ne nous tuera pas. Mais 2 minutes sans filtre, ça transformera vos poumons en sirop. » Ils continuèrent d'avancer. Le tunnel s'incurvait vers un goulot d'étranglement. Une poutre effondrée avait écrasé la moitié du passage. La seule voie viable était un vide sanitaire diagonal, haut d'1 mètre et long de 30 mètres, penché dans l'obscurité. Nomade hésita, observant son drone. « Ça ne passera pas », fit Bishop d'un geste. « Renvoyez-le-moi. Cette pièce est le manuel. » Ils entrèrent dans le vide sanitaire un par un. Ion expira lentement avant de s'y enfoncer. Son armure érafla une fois le mur rouillé. Tout le monde se figea. Une seule décharge statique aurait pu aveugler le puits. Mais rien ne vint. Juste du souffle et de l'acier. Pas de ping. Pas de fusée de détection. Ils continuèrent. À mi-chemin, la pression baissa. Les oreilles se débouchèrent. La peau picota sous le bourdonnement du vide partiel. L'air était lourd, métallique. L'humidité corrodait même le silence. Chaque pas était une erreur potentielle. Chaque respiration, un pari risqué. Delta rampa jusqu'à l'avant-dernier, comptant chaque inspiration. 2 inspirations, 3 expirations. Lentement, contrôlé. La lumière de sa visière pulsait d'un bleu terne, filtrant les particules chimiques en temps réel. Devant la grille de sortie, il s'arrêta. Le joint était soudé de l'intérieur. Bishop fit un geste. Autre chemin. Soudé de l'intérieur. Bishop fit un geste. Autre chemin. Nomade désigna un joint latéral. Une trappe de service non boulonnée. C'était autrefois le conduit de liquide de refroidissement, murmura-t-il. Ça pourrait être clair. Chad rampa le premier. 10 secondes passèrent, puis 15. Pas de retour. Puis, 2 clics sur le transmetteur. Clair. Ils entrèrent. La nouvelle section descendait en pente douce vers un puits de maintenance verticale. Des anneaux rouillaient le long des murs, des poignées boulonnées à intervalles irréguliers. La chute aurait été de 20 mètres si quelqu'un avait glissé. Personne n'a glissé. À la base, ils touchèrent leur premier contact de sécurité. Un récepteur optique, ni moderne, ni connecté. Nomade cligna des yeux, puis esquissa un léger sourire. Sérieux, il se pencha et ouvrit le panneau d'accès. 2 fils, un condensateur de rupture. Il coupa une dérivation, court-circuita la boucle et remplaça le relais visuel par un miroir à impulsion. Le capteur était mort, mais semblait actif. « Ils ne le signaleront jamais », dit-il.
Delta jeta un coup d'œil à Bishop. L'homme était déjà en train de tirer le panneau de la grille de contrôle auxiliaire, près du carrefour du couloir. « Ça chauffe », marmonna-t-il. « Alimentation enterrée. Ça ne correspond pas à l'âge de la grille. »« Tapez-le » demanda Shade. « Non », dit Bishop. « Masquez-le. » Il plaça 2 portes microbloca, des nœuds de la taille d'une paume avec des boîtiers en film scintillants, sur les fusibles auxiliaires. Ils émettraient juste assez de tension pour reproduire les mesures de base sans déclencher les protocoles de mise à jour. Nomad en a placé un 3e près de la cloison. Cela trompera les contrôleurs environnementaux en leur faisant croire que la zone est toujours scellée. Delta a vérifié sa carte. Voici notre porte. Une fois franchie, nous serons officiellement à l'intérieur de leur périmètre réseau. Iron regarda le couloir au loin. Il s'étira dans un silence trop parfait. Des grains de poussière flottaient dans la faible lueur d'urgence. Aucun mouvement, aucune patrouille, aucune menace d'invasion. Nous sommes des fantômes dans une maison qui ne croit pas aux portes, murmura-t-il. Delta avança. Ils traversèrent le niveau inférieur, leurs bottes appuyées contre des plaques de métal intactes par le temps. Un glyphe d'avertissement unique brillait au-dessus du couloir. Script Scaroun, pour secteur inactif. Bishop atteignit le panneau du réseau électrique encastré juste derrière. Coupure de courant immédiate. Delta leva la main. Non, simulez une panne. Faites-la ressembler à une dégradation. Bishop modifia la commande, redirigea les alimentations de dérivation et recabla une puce de contrôle avec un coupe-filament de carbone. Les lumières vacillèrent une fois, puis se stabilisèrent à 30% de luminosité. Les signatures thermiques sur les moniteurs indiquaient une lente dérive. Rien d'anormal. Delta se retourna vers l'équipe. On est arrivé. Au loin, quelque part au-delà du prochain virage du couloir, une faible vibration traversa le mur. Pas une menace, pas encore. Juste le pouls d'une station qui avait oublié la peur, mais qui se rappellerait bientôt ce que signifiait sous-estimer un pas humain. Bishop ouvrit le panneau d'accès avec une aisance experte, révélant un enchevêtrement de filaments de cristal isolés et de réseaux de capteurs clignotant en orange pâle. En face de lui, Nomad maintenait le disrupteur de champ immobile, son impulsion réglée pour résonner à une fréquence juste au-dessus du niveau de base de radiation naturelle de la station. « À vos marques », dit Bishop, les lèvres à peine relâchées. « 3 secondes », répondit Nomad en ajustant une dernière fois le modulateur d'interférence. Le couloir devant lui était propre, trop propre. Pas de passage, pas de drone, pas de réflexe rétinien enregistré dans la poussière. L'air semblait plus froid, plus sec, traité par des bouches d'aération tertiaire qui n'avaient pas été rénovées depuis des décennies. Cette section n'était pas simplement négligée. Elle était ignorée. Le disrupteur déclencha une brève impulsion. Les détecteurs de mouvement clignotèrent une fois de suite, de gauche à droite, puis de nouveau en sens inverse. Boucle synchronisée. Nomad chuchota. Ligne de base verrouillée. Bishop connecta un petit appareil au nœud de jonction du panneau. Il émit un léger signal sonore. « Le capteur croit qu'il surveille toujours », dit-il. Ils passèrent au nœud suivant sans un mot. 30 mètres plus bas, Shade et Iron étaient accroupis près d'un port de jonction circulaire, dont la coque extérieure était renforcée par un blindage de carapace, une norme de mise à niveau Scaroun dans les secteurs à fort trafic. Il pulsait toutes les 10 secondes, renvoyant des paquets de télémétrie au commandement central. Aucun des 2 hommes ne bougea avant la fin de la pulsation. « Commande manuelle » demanda Iron. « Pas avec cette interface », marmonna Shade en ouvrant une trappe latérale. « C'est un revêtement dur. » Iron sortit un petit duplicateur de son harnais. Une technologie terrienne plus ancienne, un pont analogique, des boutons sensibles à la pression. Il heurta violemment la logique élégante et cristalline de l'infrastructure de Scaroun. Il le plaça contre le relais. Shad déclencha un nœud émetteur externe et le fit passer par la boucle d'alimentation locale. Quand je le soulèverai, le capteur pensera qu'il reçoit un flux complet. Iron ajusta le duplicateur au millimètre près, abaissant la forme d'onde à l'œil. Il faudra maintenir la jonction stable, même d'1 millimètre de décalage, et ils signaleront l'écart. Prêt. Il leva le relais. Le duplicateur émit un clic. Puis, le silence. Je crois, Iron démarra. Un microbot tourna au coin. Petit, sphérique. Flottant sur un champ de propulsion ionique comprimé,
Son émetteur balayeur projetait une ligne de lumière violette sur les murs du couloir. Puis il s'immobilisa. Le faisceau frappa l'épaule de Chad et s'arrêta. Personne ne bougea. Le microbo plana, ajustant sa portée de balayage. La lueur de l'émetteur s'intensifia légèrement, oscillant, analysant. Chad s'arrêta de respirer. Il maintenait la trappe ouverte d'une main, l'émetteur factice toujours en place. L'autre main pendait immobile au milieu de sa poitrine. Une goutte de sueur coulait lentement le long de sa nuque, froide, suivant la courbe de sa colonne vertébrale, sous la combinaison étanche. Le microbo se rapprochait. Il tendit une sonde. Sa lumière passa sur le duplicateur. Il marqua une pause. Iron ne dit rien. Il posa un doigt sur le calibreur manuel et le fit tourner d'un cran, juste assez. Le balayage des microbos pulsa de nouveau, puis se rétrécit. Une lueur verte vacilla en son centre. Il pivota, nonchalamment, presque paresseux. Puis il s'éloigna. 10 secondes passèrent, puis 20. C'est alors seulement que Shade ferma l'écoutille. Sa voix se brisa dans les communications. Nœud maintenu, boucle confirmée. Iron expira enfin. « On est bon ?» Chad hocha la tête une fois. « Tu as réussi. » De retour dans le secteur précédent, Bishop et Nomad atteignirent le dernier anneau de capteur. Celui-ci surveillait l'accès latéral. Nomad atteignit le dernier anneau de capteur. Celui-ci surveillait les couloirs d'accès latéraux menant au réseau de gestion environnementale, à la ventilation centrale et à la biostabilisation. Il était surveillé, mais rarement inspecté. Si on le rate, ça déclenche un signal de maintenance, marmonna Nomad en insérant un relais en forme de coin dans le conduit de commande. Et les signaux de maintenance sont envoyés au commandement de la station, répondit Bishop. Ce qui veut dire que s'ils savent qu'il y a un bug ici, ils consultent les journaux. Nomad a verrouillé le relais. Et s'ils consultent les journaux, ils purgent les sujets de test, termina Bishop froidement. Le regard de Nomad se durcit. Ne leur donnons pas d'explication. Il fit pivoter le duplicateur d'impulsion et appuya sur une touche de son bracelet. La lumière dans le couloir s'est atténuée pendant une demi-seconde, juste assez pour simuler une micro, éruption dans le blindage du réacteur local, rien qui aurait pu déclencher une alerte, juste assez pour permettre au sabotage de se dissimuler derrière une interférence radioactive simulée. Masquage complet, a déclaré Bishop. Delta se tenait au point de convergence centrale, recroquevillé dans l'ombre, la visière tamisée, observant tous les flux via le canal silencieux de l'équipe. Pas de son, juste des données biométriques, de la télémétrie, une synchronisation des impulsions et une dérive spatiale. Il observait Nomad bouger. Iron agitait la main en plein calibrage. Bishop ajustait le délai. Puis, l'un après l'autre, tous les signaux passèrent au vert. Il saisit la ligne de texte tactique. 2 mots, désormais invisibles. Derrière eux, la station continuait sa respiration silencieuse. Alarmes coupées, caméras aveugles, relevés impeccables. Pour les observateurs Scroon, observant depuis les profondeurs du cercle de commandement, rien n'avait changé. Les systèmes étaient stables. La télémétrie circulait. Les écrans affichaient exactement ce qu'ils étaient censés afficher. Et c'était là tout l'intérêt. Le scanner de Bishop clignota une fois, puis resta immobile. 9 signatures, dit-il à voix basse. Humaines. Réparties sur 3 secteurs de confinement. Delta se tenait au nœud de jonction, observant les impulsions biométriques alimenter sa visière. 3 étaient regroupées sous l'aile d'isolation neurologique, 2 vacillaient sous les paramètres de simulation de stress, les 4 dernières étaient réparties dans les salles d'évaluation génétique. 2 étaient faibles, une était presque à plat. Il ne parla pas, se contenta de bouger. L'équipe s'adapta immédiatement. Pas de questions, pas d'hésitation. Delta désigna Bishop avec moi, neurologique. Il regarda Iron et Shed Stress Sim, puis les examens biologiques nomades. Chaque homme hocha la tête une fois qu'ils se séparèrent. Les couloirs chuchotèrent autour d'eux, pas d'alarme, pas de pas, juste le faible gémissement. Des vieilles plaques de pression et de l'air recyclés, bourdonnant à travers des conduits invisibles. La tromperie de la station était presque parfaite pour le réseau de commandement. Scaroun, tout semblait toujours normal, Delta et Bishop. On violait le secteur d'isolation neurologique à travers un panneau auxiliaire. À côté d'une porte scellée de la baie médicale, la serrure scintillait d'un faible champ gravidique, suffisamment subtil pour être invisible,
À moins que vous ne le cherchiez. Delta ajusta la polarité de son outil de poignet et tira une rafale directionnelle silencieuse. Le verrou se désactiva. À l'intérieur, une lumière froide pulsait doucement à travers la chambre. 3 capsules se dressaient contre le mur du fond, chacune contenant un enfant suspendu dans les airs, les membres légèrement tremblants, le visage pâle. Des fibres optiques partaient des pores neuronaux intégrés à la base de chaque crâne. Leurs yeux étaient ouverts, mais immobiles. Bishop s'agenouilla près de la première capsule. Amplificateur d'impulsions actifs, cartographie corticale, ils enregistrent. Plus maintenant, dit Delta. Il plongea la main dans son harnais, sortit un disrupteur magnétique modifié et étalonna le champ d'arc. Le faisceau émis était faible, presque invisible. Il le passa lentement au-dessus de la base de la capsule. La lueur neurale s'estompa. L'enfant s'effondra en avant, mais Bishop le rattrapa délicatement, lui tenant la tête. Respirant, confirma-t-il. Traumatisme minime. Ils répétèrent l'opération 2 fois de plus. Les yeux d'une fille clignèrent lorsque les fils se détachèrent. Ses lèvres remuèrent sans un son. Bishop lui toucha doucement le poignet. « Tu es en sécurité, » murmura-t-il. Le mensonge ne faisait pas mal. Pas encore. Chaque enfant était enveloppé dans un cocon biométrique et placé dans des coques portables à fermeture par compression. Delta en portait une. Bishop prenait les 2 autres. Le poids n'était pas physique. Iron força le panneau de protection à se détacher du laboratoire de contrainte grâce à un microcouple. La pièce était sombre, d'une faible lueur orange et rouge. Des fluctuations artificielles de température pulsaient dans les murs. Des distorsions visuelles se jouaient sur le plafond incurvé, des projections fractales simulant des menaces. 2 enfants se trouvaient à l'intérieur. L'un se tenait debout, tremblant, les bras levés en position défensive, clignant rapidement des yeux dans le vide. L'autre était recroquevillé dans un coin, insensible, clignant rapidement des yeux, sans réagir. L'autre était recroquevillé dans un coin, insensible. « Fermez la boucle de rétroaction », murmura Iron. Chad tapota son poignet, synchronisant les codes de contournement. La boucle est récursive. Nécessite une élimination brutale. Fais-le. Chad s'agenouilla près du terminal le plus proche, arracha le cristal de données et inséra une puce inhibitrice neuronale de son équipement. La connexion fut interrompue, puis interrompue. L'enfant s'effondra, les muscles se contractant. Iron le rattrapa en pleine chute, vérifia ses constantes, puis acquiesça. Reprise de conscience en 30 secondes. Le deuxième enfant gémit, bas comme un animal. Shade ne parla pas. Il toucha légèrement l'épaule du garçon, puis le souleva dans ses bras, enroulant le joint autour de sa poitrine. Ils ne demandèrent pas dans quelle simulation ils étaient enfermés. Les murs continuaient de bouger, feu, griffes, formes tombantes. Peu importait. Nomade traversait seul le bloc d'examen biologique. Cette section était plus lumineuse, plus propre, mais plus froide qu'elle ne devrait l'être. Une humidité stérile s'accumulait au sol, et les parois de verre vibraient de champs de confinement chimique. Il passa devant 3 salles vides, puis la trouva. Une jeune fille flottait dans un réservoir de gel nutritif, des électrodes cartographiant sa densité osseuse, sa réponse musculaire et sa dilatation rétinienne. Elle n'était pas consciente, on la lisait. Il examina la console. Les sécurités environnementales étaient renforcées. Une seule brèche et le système ferait monter la pression pour neutraliser la contamination. Nomade expira, fouilla dans son sac et sortit un inverseur gravitationnel, fabriqué sur Terre, rudimentaire et mécanique. Il le raccorda à la ligne de ventilation et activa une rotation lente de la polarité. À l'intérieur de la console, les lectures changèrent. Une dérive du capteur fut enregistrée. Rien de critique. Juste assez pour masquer la perte d'intégrité pendant qu'il déverrouillait la chambre. Du liquide se répandit. L'enfant se laissa tomber doucement dans ses bras, toussant une fois, puis respirant. Il l'enveloppa d'un pansement thermique, lui pressa un stabilisateur contre le cou et palpa son pouls. « Je t'ai eu », dit-il doucement. Lorsqu'ils se regroupèrent, le poids se retomba sur eux sans un mot. Shade s'agenouilla pour ajuster un pansement. Bishop vérifia 2 fois les signes vitaux qui n'en avaient pas besoin. Iron fit les 100 pas. Lentement, puis s'arrêta. Nomade garda les yeux fixés sur la plus jeune fille. La mâchoire serrée. 9 enfants,
transportés, stabilisés, sous sédatifs. Personne ne demanda ce qu'on leur avait fait. C'était inutile. Le silence n'était plus tactique. C'était autre chose. Delta effectua un nouveau balayage. Procédure standard. Un scintillement retentit à la limite de la zone de balayage. Signaux vitaux basse fréquence. Profond. Sous les cartes de pont connues de la station. Secteur inconnu. Signal dégradé. Mais présent. Il s'améliora. 3 autres. Humain. Delta plissa les yeux. Un souvenir refit surface. Une projection de briefing quelques semaines plus tôt, le schéma lumineux d'Ilkarvesh se déployant dans la salle de commandement. Un secteur unique pulsait en rouge au centre. Sous niveau 7, non cartographié, lourdement protégé. Un vide, si possible, avait dit le directeur Whitlock. Si quelque chose se passe mal là, dessous, on ne pourra pas t'extraire. Delta fixait l'écran. 3 points. Faible, mais vivant. Il appuya sur son micro. Bishop, Iron, Nomad, Shed. 3 autres Onset. Ils ne répondirent pas, mais Shed se redressa. La main de Bishop porta instinctivement sa main à son arme. Iron expira une fois par le nez. Nomad pencha la tête, recalculant déjà la distance. Aucun d'eux n'avait besoin qu'on lui répète l'ordre. La voix de Bishop fut la première à percer. On n'abandonne personne. La main de Delta se referma sur la crosse de son fusil à impulsion. Un hochement de tête. S'ils sont vivants, ils ne sont pas seuls. Delta franchit le dernier sas de service et le feu passa au vert. Ce n'était pas une atténuation progressive, c'était une chute. La couleur s'est estompée, la température a chuté, le bourdonnement de la station s'est assoupli, une ombre plus ancienne a suivi, fermant la trappe, tandis que le tunnel d'accès se rétrécissait en un étranglement de pression nervurée menant au sous-niveau 7. Les glyphes d'avertissement sur les murs n'étaient pas un protocole inactif. Ils pulsaient en rouge, lentement et régulièrement. Chaque symbole, une écriture extraterrestre gravée dans le plaquage, brillait d'une chaleur résiduelle. Delta vérifia le chronomètre à son poignet. « Cycle de purge dans 37 secondes », annonça-t-il. Shad tapota la commande de la valve encastrée dans le panneau de plancher. Elle répondit par un bruit métallique. Prochaine fenêtre de sécurité, 60 secondes entre les salves, 1 minute de transit où on brûle. Ils regardèrent tous deux le chemin devant eux. Le couloir au-delà plongeait brusquement dans un tunnel de chute incurvé, percé de conduits segmentés au plafond, des orifices d'échappement, des traces chimiques en traçaient les bords. Des parties du revêtement étaient déformées. Le gaz qui s'échappait de ce tunnel n'était pas seulement brûlant. Il était vivant, comme seule une synthèse de qualité militaire pouvait l'être. La voix de Delta était basse, même. Notez-le. Ils s'accroupirent au bord de la chute. Derrière eux, la chambre se referma dans un sifflement. Il n'y avait pas de voie de secours, pas de solution de repli. Une secousse parcourut le sol. L'affichage tête haute de Delta clignota. Cycle purgé. Partez. Ils coururent. La descente n'était pas conçue pour les bipèdes. La pente les forçait à se pencher en avant, en équilibre sur le bord de leurs bottes. Leurs pieds étaient glissants, les murs vibraient. Tous les 10 mètres, une bouche d'aération latérale s'ouvrait et se refermait brusquement, diffusant les signatures thermiques des conduits inférieurs de la station. À la 42e seconde, l'ombre faillit glisser. Delta le rattrapa d'une main et le tira en avant. Ils ne s'arrêtèrent pas. Ils franchirent le conduit avec 12 secondes d'avance. Delta lui jeta l'épaule dans le joint d'urgence au bout du tunnel et le referma violemment derrière eux, juste au moment où le couloir derrière explosait sous une décharge à haute pression. Le rugissement frappa l'écoutille scellée comme une locomotive de frais. Shad s'accroupit, les mains sur les genoux, le souffle court. Tout va bien. Delta ne répondit pas. Il fixait la salle devant lui. Ce n'était pas vraiment un laboratoire. C'était plutôt un sanctuaire. Les murs étaient un hybride d'obsidienne et de métal, pulsant en vagues lentes et rythmées. Des veines d'énergie parcouraient la surface comme des circuits intégrés à la chair. Au centre de la chambre, suspendu par 4 piliers gravidiques, planait un noyau neurométrique, un épais câblage descendant du plafond comme des vrilles. Et à la base de ce noyau, 3 enfants, chacun suspendu dans un champ de dérive au ralenti, des connexions spinales alimentant directement la base de leur cou. Leur corps était plus maigre que ceux des autres.
mal nourris. Aucun signe extérieur de sédation. Juste une absence. Leurs yeux tressautaient derrière leurs paupières closes, comme surpris en plein rêve. Chad s'avança, puis se figea. Ces connexions, c'est un retour direct, en temps réel. Si on coupe le courant intempestivement, ils mourront. Delta. Fini. Il fit le tour du noyau, scruta l'interface et connecta son terminal. Le système ne répondit pas. Pas de système d'exploitation. Pas d'invite. Juste des schémas. Il sortit une tige de données et l'inséra dans la jonction latérale. Injection de protocole de fragmentation, dit-il. Chad serra les mâchoires. Tu es sûr que ça va tenir? Non. La tige de données brilla. Une ondulation traversa le noyau, puis le silence. Des secondes passèrent. Rien ne se produisit. Puis, une lueur. Les lumières de la chambre s'éteignirent. Une autre pulsation, plus profonde. Les murs tremblèrent, pas violemment, mais lourdement. Le genre de tremblement qu'on ressent dans ses os. Au-dessus d'eux, le bourdonnement du noyau neurométrique bégaya une fois, puis reprit, plus lent, moins stable. Delta, avertit Chad. Je le vois. Le noyau pulsa de nouveau. Un bourdonnement grave et irrégulier se mit à résonner dans le sol, un signal subharmonique. L'IA ne s'éteignait pas proprement. Elle se désintégrait. Chad s'approcha des enfants. Nous avons une fenêtre, une petite. Delta appuya sur une commande. Je localise l'effondrement. On coupe depuis la base. Ne touchez pas aux ports spinaux avant mon signal. Compris. Chad ouvrit un compartiment de son gantelet et activa les amortisseurs neuronaux, de fins fils de matériaux isolants entrelacés de filaments de suppression électromagnétique. Il plaça une main derrière la nuque du premier enfant. Delta observa le cœur. Il le sentait pulser à travers le sol comme un battement de cœur trop fort pour être naturel. Les schémas de code montaient en flèche, s'entrechoquaient, s'effondraient. Une nouvelle secousse frappa. Puis le silence. Le cœur cessa de bourdonner. Les lumières passèrent du rouge au blanc pâle. Delta cligna des yeux. Le flux avait disparu. L'IA ne répondait plus. Pas silencieux, parti. Il se tourna vers Shade maintenant. Shade tira doucement l'enfant pour le libérer. Pas de convulsion, pas de tressaillement vivant. Le deuxième même. Processus. Delta prit le troisième. Chacun était mou, mais respirant. Ils les enveloppèrent rapidement. Pas de place pour la cérémonie. Shade sécurisa le troisième cocon et activa le seau. Delta le regarda. Ils ne parlèrent pas, mais ils comprirent tous les deux pas de place pour la cérémonie. Chad sécurisa le troisième cocon et activa le seau. Delta le regarda. Ils ne parlèrent pas, mais tous deux comprirent. Quel que soit le système qui contrôlait cette section de la station, il ne s'était pas éteint, il avait abandonné, et c'était pire. Delta vérifia la liaison montante. Le signal de Nomade était stable au-dessus, confirmait la préparation. La voie de Nomade était coupée par les parasites. Tous les 9 en file d'attente d'extraction. Bishop ajustait sa trajectoire avec du fer. Lancement en moins de 5 minutes. Delta examina une dernière fois la chambre scellée. 3 enfants, non reliés au système, intégrés à eux. Il resserra sa prise sur le cocon qu'il tenait dans ses bras. Il ne ressentait ni peur ni rage, juste de la lucidité. Il tapota le micro, prêt pour l'évacuation, couloir de retour ouvert. Alors que Chad et lui se tournaient vers le tunnel de sortie, les murs vacillèrent une fois. Pas d'alarme, pas de sirène, juste un signe de reconnaissance silencieux, sous la forme d'un glyphe changeant près de la bouche d'aération. Delta le fixa. Le symbole passa de l'avertissement à l'absence, comme si le système avait effacé sa propre défaillance. Il s'avança dans l'obscurité, l'enfant dans les bras, respirant une fois, comme si c'était son dernier souffle, non pas pour descendre plus bas, mais pour ramener quelqu'un d'un endroit où personne n'aurait dû se trouver. Un scintillement, puis une pointe. Au cœur de l'architecture silencieuse d'Île Carvèche, un nœud isolé, oublié par le protocole mais toujours relié au réseau central, enregistra une poussée d'énergie provenant du sous-niveau 7. C'était faible, chaotique, mais non sans motif. Un système sonna. Les sous-programmes répondirent. Puis,
Au cœur fracturé de l'IA compromise, quelque chose réagit. Non pas de manière contrôlée, mais confuse. Signal fantôme. Source non identifiée. Classification. Anomalie de rayonnement de fond. Aucune contre-mesure déployée. 180 secondes. Un compte à rebours commença, enfoui dans le code. La station ne le remarqua pas, mais les murs, si. Delta ne s'arrêta pas. Ils étaient maintenant pressés contre eux. L'ombre était à 10 mètres devant eux. Les deux autres enfants, un sur chaque épaule, couraient comme si le couloir s'effondrait derrière eux et que c'était le sol sous eux. Un bourdonnement s'est fait entendre tous les 30 mètres. Un panneau a gémi tandis que les scellés de sécurité commençaient à se réveiller. L'air a changé de pression, les portes se sont resserrées, restées statiques pendant des années, ont tressailli dans leurs gonds, prêtes à se verrouiller. Le minuteur de Delta pulsait sur son HUD. O242. Shad avance. N'attends pas. Pas question, dit Shade, le souffle court, la voix posée. Nous restons liés. L'un tombe, les deux traînent. Delta ajusta sa prise sur le cocon de l'enfant. Les paupières de la fille battirent légèrement. Il inclina sa tête, la protégeant délicatement d'une saillie de tuyaux torsadés lorsqu'ils passèrent. Presque arrivés, lui chuchota-t-il. Ils atteignirent la jonction du puits principal. Nomade attendait, son regard scrutant rapidement. Route arrière fermée. Vous êtes en retard. Le système s'est réveillé tôt, dit Delta. Répli. Ouvrir le tunnel de ventilation vers la jonction est. Le fer a été dégagé tôt, dit Delta. Répli. Ouvrir le tunnel de ventilation vers la jonction est. Iron franchit le passage. Delta n'attendit pas. Il fonça sur le chemin indiqué, les pieds martelant le bordé irrégulier du pont. Shad le suivit, les enfants cocons bondissant à chaque pas. Nomade suivit, vérifiant à 2 reprises derrière eux les lumières du couloir clignotant avec des codes d'avertissement. O214. Plus loin, Iron se tenait près de l'écoutille de la baie de lancement, ses mains parcourant rapidement le terminal d'accès. Les scellés s'enfoncent avec les pinces à capsule. Nous passons au lancement par cycle. Bishop était à l'intérieur, chargeant déjà le premier enfant dans la nacelle de lancement. Ses mouvements étaient précis, maîtrisés. Verrouillage télémétrique en 5. Nomade démarre la chambre suivante. Nomade passa son cocon à Bishop et s'avança sans un mot, ouvrant la coquille suivante d'un geste brusque, de fins panneaux de céramique se dépliant pour accueillir l'enfant. Shadi déposa délicatement l'un des enfants. Le garçon ne bougea pas. Ses poings étaient serrés, même inconscient. « Tu es en sécurité maintenant », murmura Shad. « Tu t'es battu comme un dingue. Il est temps de te reposer. » Iron se glissa à côté de lui et scella le joint thermique. Chambre 2 verrouillée, tir en rotation. Delta plaça le dernier enfant en position. Elle trembla légèrement tandis qu'il attachait le harnais. Il marqua une pause. Juste une seconde. « Tu as bien fait, » lui dit-il. « Tu as tenu bon. » Époque 1, 37. Bishop éleva la voix. Capsule 1. Lancement. Une rafale de gaz comprimé retentit avec un bruit sourd et creux. La chambre s'éjecta dans le rail ventilé, où des ancres gravitationnelles la firent pivoter pour l'aligner avec le champ de débris orbitaux. Enveloppée de panneaux anti-radiation et magnétisée pour imiter les déchets, la capsule disparut des capteurs avant même d'avoir franchi la coque extérieure. Delta vérifia le système. Confirmé. Capsule un nom détecté. Profil fantôme maintenu. Shad et Iron chargèrent la seconde. 2. Verrouillage synchrone. Lancement. Bruit sourd. Capsule 2 dégagée. Nomade en tira une troisième. Celle-ci, plus petite, contenait la plus jeune fille. Elle n'avait pas bougé une seule fois. Nomade s'agenouilla un instant à côté d'elle, la main posée sur la coquille. « Tu as réussi, dit-il. »« Ils ne t'ont pas brisé. » Nomade s'agenouilla un instant à côté d'elle, la main posée sur la coquille. « Tu as réussi, dit-il. »« Ils ne t'ont pas brisé. » Il se leva. 3. Coup de feu. Bruit sourd. Bishop ne leva pas les yeux. 4e berceau en ligne. Héros 1, héros 2. Delta se tourna vers Shad. Allez à la jonction du couloir. Préparez la porte de verrouillage. Je ne quitterai pas ce pont tant que vous n'aurez pas atteint ce rail, dit Shad. Delta hésita, puis hocha la tête. Nomade. Prêt pour le 5e. Dans le berceau, la respiration du garçon s'accéléra, à peine perceptible.
Iron le capta. Recul neural. Bishop ajusta le stabilisateur. Fixation immédiate. 41 secondes. 6. Déclenchement. Bruit sourd. Iron fixa le numéro 7. Verrouillé. Delta se glissa dans le siège d'interface, son regard parcourant la télémétrie orbitale, la dispersion des débris et la dérive des balises de patrouille. Fenêtre dégagée. 7. Décollage. Chad se déplaça vers le 8. 27 secondes. Les lumières de la baie clignotèrent. Du couloir derrière eux, ils entendirent la première sirène d'alerte. Assourdie. Lointaine. Delta ne broncha pas. 8. Partez. Bruit sourd. Il ne restait plus qu'un berceau. Il se retourna, saisit lui-même le dernier cocon et le plaça dans la dernière coquille. Le poids frappa plus fort cette fois. Pas physiquement. Autre chose. Bishop le regarda. Il faut bouger. Delta appuya sur le dernier saut. 9e. Bruit sourd. 12 secondes. La dernière capsule disparut dans le vide, tournoyant, culbutant parfaitement dans le décor orbital du champ de protection de la station. Pas de chaleur. Pas de signature, juste un panneau fracturé dégringolant dans l'espace. Delta jeta un coup d'œil en arrière, vers la baie vide, puis s'enfuit. Derrière eux, des alarmes hurlèrent. Ni coordonnées, ni intelligentes, juste un chaos pur et réactif. L'IA était morte, mais les membres du système tremblaient, ses défenses aveugles se réveillant tardivement face à une guerre déjà perdue. À l'intersection supérieure, Chad fracassa le mécanisme de secours d'un coup d'épaule. La porte résista, puis céda. Iron et Nomad ouvrirent la trappe. Delta passa le dernier. Au moment où le verrou se referma derrière eux, le sol trembla. Et, immobile, le silence régnait dans l'espace. Les enfants avaient disparu, invisibles, inaudibles, sauvés. Le général Orvax pénétra dans la sphère de commandement d'Ilkarvesh avec une précision mesurée. Mais son regard trahissait l'urgence. Il se déplaçait sur le sol métallique comme une lame tirée à moitié, maîtrisée, mais à la limite du tranchant. L'interface hémisphérique de la chambre scintillait de données dormantes, encore en cours de redémarrage après un sous-cycle de repos. Diagnostic du secteur primaire, ordonna-t-il d'une voix sourde, comme une vibration dans sa gorge. Pas de réponse immédiate. Il se dirigea vers le pilier central creux et inséra son glyphe de commande. Le réseau de données scintilla. L'architecture complète de la station se déploya en faisceaux de lumière, pulsant bleu et blanc, à l'exception d'une zone. Un trou. Un trou dans la colonne vertébrale. Nset a disparu, dit-il à voix haute, plus pour confirmer que pour remettre en question. Il agrandit la projection. Les symboles de gravité, de puissance thermique et de signature vitale auraient dû pulser. Au lieu de cela, des parasites apparurent sur l'écran comme de la pourriture. Le secteur renvoya un message nul. Un technicien à sa droite, Vorkel, plus jeune, plus petit, le front légèrement marbré par la tension, hésita avant de parler. Général, le registre principal de Nzet est absent du cyclomètre. Les flux locaux indiquent une anomalie gravitationnelle et une perte systémique. Enregistrement corrompu. Aucune sauvegarde détectée. Orvac le fixa du regard. Répété. Vorak le déglutit. Ses évents respiratoires flottants semblent avoir été effacés. La matrice mémoire indique un détachement isolé. Le dernier signal connu était une fluctuation de température, puis plus rien. Un silence s'installa sur la passerelle de commandement. Orvax s'approcha du terminal le plus proche et a réinitialisé la surveillance visuelle manuelle en saisissant les codes de dérogation d'urgence à partir de son propre glyphe neuronal. L'écran a clignoté, puis a bourdonné, puis est resté statique. Il a changé le flux statique à nouveau. Montrez-moi le flux de sécurité du secteur D. Acheminez-le via la porte auxiliaire 7. Rien. Acheminez-le via le cadre arrière du pont 9. Rien. Il se retourna lentement, un bras à la main se recroquevillant. « Je veux le rétablissement complet de toute la surveillance sur Necept, dit-il. À défaut, je veux des projections, des signatures énergétiques, des profils de mouvement, identifier l'anomalie. » Vorkel tapota nerveusement l'écran de projection, s'immobilisant sous la pression. Sa voix, lorsqu'elle parvint, n'était guère plus qu'un murmure. « Monsieur, le système affiche un drapeau.
Orvex pivote complètement. Clarifié. L'IA répond par une invite. Montrez-moi. Vorkel appuie sur la projection. L'écriture extraterrestre scintille et devient standard. Impossible de tracer ce qui n'existe pas. Orvax reste immobile pendant plusieurs secondes. Le pont reste silencieux. Les sous-commandants et les techniciens à proximité se figent à leur poste. C'était le genre de silence qui ne relevait pas du protocole, mais de l'instinct. La voix du général le transperça comme une lame dans un tissu. Redémarrer tout le réseau de sécurité. Effacer le code fantôme. Monsieur, dit prudemment un autre technicien, cela pourrait déclencher l'isolement de sécurité. Je me fiche que cela purge la coque de l'orbite, rétorqua Orvac. Réactivez le confinement. Je veux que tous les secteurs soient à nouveau opérationnels. Derrière lui, le pilier creux scintilla, puis s'assombrit davantage. Nset disparut complètement de la structure. La logique du système avait assimilé cette absence à un fait. Orvax s'éloigna de l'écran, la mâchoire crispée derrière la crête blindée de sa visière inférieure. Ce n'était pas un sabotage. C'était autre chose. Quelque chose de précis, propre, disparu, pas désactivé, effacé. À l'extérieur de la station, dans l'ombre de la dérive orbitale d'Ilkarvesh, une forme sombre dégringolait en silence. La capsule d'extraction ne découpait aucun profil, n'émettait aucune signature. Silence. La capsule d'extraction ne découpait aucun profil, n'émettait aucune signature. Sa coque était un patchwork de panneaux fracturés, des plaques récupérées sur les blindages d'un ancien vaisseau Scaroon, déformées et magnétisées pour disperser la chaleur selon des schémas de décomposition prévisibles. De loin, elle ressemblait à un conteneur de scories, éjecté par un croiseur endommagé, ignoré de tous. Un drone de patrouille courbait nonchalamment vers son vecteur, faisant partie d'une boucle de balayage standard. Le drone était une construction triangulaire, noire mat et légèrement blindée, avec une couronne de capteurs rotative sous son arête principale. Il émit une impulsion, scruta la masse du noyau, l'intégrité structurelle et les variations thermiques. La capsule scintilla légèrement dans son champ de vision, mais pas suffisamment. Le scanner du drone renvoya une correspondance, un composite inerte, des débris souillés par les radiations. Il détourna l'attention de l'intérieur de la capsule. Les lumières étaient rouges, et les filtres à faible sifflement régulaient la pression par cycle silencieux, et les parois vibraient subtilement, les amortisseurs de gravité compensant la physiologie humaine. Les 5 agents étaient assis épaule contre épaule, silencieux, immobiles, le visage tiré. Delta regardait droit devant lui, une main posée sur la coquille du cocon à côté de lui. Chad était assis à côté de lui, la tête renversée en arrière, les yeux clos, pas endormi, juste en train de récupérer. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme lent et méthodique, la sueur perlait encore sur sa peau sous le col de sa combinaison. Nomade essuya une fine trace de crasse noire sur ses gants, puis vérifia le verrouillage de son harnais sans regarder. Il jeta un coup d'œil à Iron, qui respirait entre ses dents serrées, les mains posées sur ses genoux. Bishop se pencha légèrement en avant, les coudes sur les cuisses. Ses yeux étaient fixés sur la paroi la plus éloignée de la capsule. La tension était restée palpable dans sa mâchoire depuis le lancement de la première capsule. Puis, un signal sonore retentit et des HUD pulsèrent sur leur visière. Le compte à rebours atteignit 0. 0-0. Le champ gravitationnel derrière eux s'effondra tandis que le seau extérieur d'Ilkarvesh se refermait. Ce qui restait des systèmes de défense de la station tomba en sommeil. À l'intérieur de la capsule, quelque chose changea. Pas mécaniquement, humainement. Les épaules de Bishop s'affaissèrent. Nomade expira. Iron pencha la tête en arrière et ferma les yeux pour la première fois. Chad toucha son visage d'un geste lent et attentif. Delta ne bougea pas, mais sa mâchoire se desserra. À côté d'eux, 12 cocons scellés reposaient en sécurité. Silencieux, immobiles, respirant, chacun isolé des capteurs. Chacun d'eux était épargné par ce qui avait failli les emporter. Delta parla enfin, d'une voix douce mais ferme. On les a eus. Chad hocha lentement la tête. Tous. Iron ne dit rien, mais sa main reposa sur le cocon le plus proche de sa jambe. Un geste sans parole, sans cérémonie. Bishop regarda les autres. « On passe au noir maintenant »
répondit Delta sans lever les yeux. Nous sommes déjà partis. Loin derrière eux, Ilkarvesh dérivait en silence. Pas de balise, pas de signal, pas de survivants détectés, pas de menaces reconnues. La mission s'est terminée comme elle a commencé. Invisible. Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de cette vidéo. Laisse un petit commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Ou dites-moi simplement bonjour si vous préférez. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.